Salam alaikum, Azul, bonsoir. Quand j'étais encore un petit enfant, dans les années 50, en ces temps de colonisation, j'allais à l'école coranique et à l'école française, à Caïs, mon village natal, en pays chaoui. Mon père était un petit facteur au PTT, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Mais la plupart de mes petits camarades venaient de familles de petits cultivateurs de la montagne, généralement, pour lesquels venir à l'école était non seulement presque impossible, mais aussi un véritable sacrifice. Alors, j'ai imaginé qu'un de ces petits camarades d'alors vienne ici, aujourd'hui, sur ce plateau, là, à ma place, vous raconter l'école de ces temps-là. Écoutez-le, c'est lui qui vous parle, à vous, qui nous regardez, qui allez l'écouter. Et il se permet même de vous tutoyer. L'école coranique, contrairement aux idées reçues, était une véritable institution sociale, où l'on apprenait la tolérance, l'égalité, la solidarité, le goût de l'effort. Nous y apprenions le Coran par cœur, alors que nous ne connaissions pas un traître mot d'arabe. Tu imagines? Apprendre un livre en entier, très volumineux, dont l'importance est primordiale dans notre vie, dans notre société, l'apprendre par cœur, mot à mot, sans en comprendre la signification. Nous étions entassés dans une masure obscure, filles et garçons, sous la houlette d'un maître, et Sidi, qu'on appelait Sidi. Et nous scandions tous en même temps des versets différents, chacun selon son avancement dans la maîtrise du texte sacré. Nous apprenions de longs textes dans une langue tout à fait inconnue pour nous, et dans une cacophonie indescriptible. Nous étions une trentaine de petits disciples des deux sexes, assis en tailleur, et nous hurlions à tue-tête des sourates du Coran. Chacun clamait son propre texte à pleine voix, en balançant le buste d'avant en arrière, comme le font les récitants juifs. Le maître, assis sur une estrade couverte de peau de mouton, faisait siffler une longue tige de sol au-dessus de nos têtes. Lorsqu'il faisait réciter une sourate à l'un ou l'une de nous pour l'autoriser à passer à la suivante, nous ne nous interrompions pas et le candidat déclamait sa leçon au milieu du tohu-bohu des autres, sans que le vacarme le dissipe. Et c'est bien pour ça que c'est de l'école coranique que la plupart des Maghrébins tiennent cette capacité qui leur est propre de pouvoir se concentrer en pleine confusion, en plein tintamarre. C'est aussi dans cette école que j'ai appris la langue arabe. Lorsque je fus assez avancé dans la récitation du Coran, dont je ne savais répéter que des mots vides de sens, je ne parlais que le chaoui et le français, langue de l'école française où j'allais aussi, mais où on nous avait appris la signification des mots. Bien plus tard, lorsque j'appris l'arabe dialectal, Darja, un mélange d'arabe et de berbère, une lumière se fit en moi. Je découvrais que je comprenais parfaitement la langue arabe classique, celle du Coran, celle que j'avais apprise sans en saisir un traître mot, encore moins le sens. J'ai pu la lire et la comprendre par la suite dans les journaux puis dans les romans. Ce que j'avais appris dans mon enfance s'était agencé dans ma tête sans que je le sache, comme si l'on m'avait inculqué, inséminé à mon insu toutes les règles de cette belle langue qu'est l'arabe. L'école française, quant à elle, a formé une toute autre dimension de ma personnalité, celle de l'esprit critique, de la curiosité pour tout ce qui nous entoure. Étrangement, c'est à travers cette langue, celle du colon, que nous avons appris que nul n'a le droit de se laisser
opprimés. Chaque jour, je devais parcourir plusieurs kilomètres pour me rendre à cette école et en revenir. Mais pour rien au monde, je n'aurais raté un seul cours. J'y allais en pleine tempête, quand la neige nous arrivait à la taille, ou en plein déluge, quand il nous fallait parcourir de longues distances sous une pluie battante pour trouver un passage à gué. Nous arrivions à la petite école trempés et grelottants, mais heureux de nous y retrouver. Nos camarades, qui étaient retenus par leurs parents pour les aider aux travaux des champs ou à la garde des bêtes, pleuraient de ne pouvoir être avec nous. Nous avions eu la chance, mes petits camarades et moi, d'avoir un instituteur, lui-même Chaoui, qui nous insufflait, en plus du programme scolaire, le respect de nous-mêmes. Il commençait toujours ses leçons, toujours brèves et presque chuchotées, qui créaient une complicité magique entre nous par ces mots, toujours les mêmes. Écoutez ce qu'il nous apprenait. Debout les morts, nos ancêtres les Gaulois s'appelaient Saint-Augustin, Donat, Apulé, Ibn Khaldun, Ibn Tumert, Mhandou Mhand le chantre, Lellen Soumri Kahina les guerrières, et même Daha le berbère, le berger. Il s'appelait aussi Al-Muqrani, l'émir Abdelkader, Cheikh Bouamama. Debout les morts, debout les morts. C'est ce qu'il nous apprenait. Nous avions appris cette harangue par cœur et nous la récitions avec lui en la chuchotant presque, parce que le directeur de l'école, un Français, n'était jamais loin. 3 dizaines de petits pâtres qui murmuraient à l'unisson une profession de foi. Quand nous rentrions chez nous et que nous étions en pleine forêt, en liberté, alors nous la hurlions à tue-tête. Nous exultions. Chaque jour, notre maître nous nourrissait de fierté, du devoir de résistance à l'occupant, à l'oppresseur. Il nous prévenait des tentatives rampantes d'évangélisation. Il ne se lassait jamais de nous rappeler que, contrairement aux idées que la colonisation répandait sur l'islamisation de notre pays, celle-ci nous avait libérés d'une certaine manière. Elle nous avait unis. Il n'y avait pas de différence entre nous et les Arabes qui s'étaient installés chez nous. Il nous avait appris aussi que, contrairement à ce que nous insufflait la propagande coloniale, les Arabes n'étaient ni nos ennemis, ni ces chameliers incultes qui tentaient de nous déposséder de notre identité, mais un peuple d'un naturel subtil et esthète qui s'était mêlé à nous. Il nous apprit aussi que l'histoire des Berbères et des Arabes était intimement liée, que les Arabes et les Berbères avaient conquis ensemble l'Andalousie, qu'ensemble ils avaient fondé l'Empire fatimide, que leur intime alliance, quoi qu'en disent les sectaires des uns et des autres, avait fait naître le génie dont le rayonnement de la science et de la culture arabo-berbère avait éclairé tout le pourtour méditerranéen, puis tout l'Occident. Ces petites leçons, administrées avec une méthode qui devrait être érigée en système académique, toutes de douceur, d'humour et de chaleur, nous pénétraient jusqu'à l'âme. Nous devenions, dans nos imaginaires de petits gueux, des descendants de héros, d'artistes, de poètes. Notre condition de misérables indigènes, jamais rassasiés, qui ployaient sous le mépris écrasant des Français, était auréolée d'épées flamboyantes, pavées de marbre rare, tendues de soie pourpre. Lorsque, à la fin de la classe, nous rentrions vers nos dachras respectives, nous avions le pied allègre et le port fier. Nous ne voyions plus le Romé avec le même regard craintif et soumis, mais tel que le maître nous l'avait dépeint, un oppresseur qui tentait de nous diviser pour mieux nous piller le peu de bien qui nous restait, qu'il nous avait laissé, qui tentait de nous faire oublier que nous étions un peuple digne et fier.
Algérie, la révolution ne se laissera pas diviser. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui pour la première fois Nora Bekkouch, docteur en médecine, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Bonsoir. Merci, je suis ravi de vous avoir avec nous. Moi de même, merci pour l'invitation. Nous parlons souvent ensemble de la situation de notre pays. Absolument. Au téléphone. Nous nous inquiétons l'un et l'autre, à juste titre d'ailleurs. Bien sûr, je suis contente d'être là. Merci. Idir Nouren avec nous aussi. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Toujours aussi beau, aussi élégant. Je vous remercie. Alors, depuis les États-Unis, Rochdi Aloui, analyste politique MENA, qui est avec nous donc depuis les États-Unis en Skype. Rochdi Aloui, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il y a une petite erreur sur votre nom. Aloui, ça prend 2 L, il me semble. Oui. Donc, on va le corriger tout de suite. Alors, nous allons commencer par... je préfère laisser Idir commencer, parce que je vous vois un peu crispé, donc pour pouvoir... Alors, Idir Nouren, la situation actuellement du Hirak, parce que le docteur Rochdi Aloui a souhaité vouloir parler surtout de bilan et de perspective. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons parler de bilan et de perspective, mais aussi de ce qui est en train de se passer, notamment ces consultations lancées par ce qu'il est convenu désormais d'appeler le président désigné, M. Tebboune, et donc qui est en train de consulter les uns et les autres, dont on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il les choisit, puisqu'ils ne sont généralement pas ou très peu représentatifs. Votre avis sur cette question d'abord? De toute manière, il est dans son rôle à partir du moment où M. Tebboune, que j'appellerai M. Tebboune, est à la tête de l'État, donc on connaît les conditions qui ont présidé à son élection. Il est dans son rôle d'essayer par tous les moyens de fractionner le Hirak. Les personnalités politiques qu'il a reçues, M. Mouloud Hamrouche qui a accepté son invitation. Or, si on revient sur les déclarations de M. Hamrouche antérieures à l'élection d'il y a 2 mois, il disait que c'était pas une élection qui se préparait dans il a dit que lui-même, s'il était qu'il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien faire. Maintenant parce qu'en l'État... qu'il ait souhaité avoir son expertise... Est-ce dire que s'il l'a rencontré, ça veut dire qu'il le légitimise quelque part? Moi, je ne crois pas. Monsieur Hamrouche, vous savez, il y a une phrase que je retiens dans son parcours, c'est quand il a exprimé clairement « Si l'armée a un candidat, je ne me présenterai jamais ». Il ne s'est jamais présenté, sauf les conditions qui avaient peut-être changé en 1999 quand il y a eu les élections et le retrait de la plupart des candidats. Oui. On leur avait tous donné, disons, les véritables conditions que ce serait une compétition ouverte. Mais au milieu de la campagne, ils se sont tous retirés. Parenthèse fermée. Il reçoit ensuite, il se déplace chez M. Taleb El Ibrahimi, qui, d'après les informations, serait un peu souffrant. Il a fait cette démarche-là. Mais à travers Taleb El Ibrahimi, je suis désolé, quelques jours après, il reçoit le président des Oulama. Oui. Quelle a été l'influence de M. Taleb pour recevoir le président des Oulama, que je relie justement au concept de M. Gaïd Salah, de feu Gaïd Salah, quand il parle de Badissia Novembria. Deuxième élément. Il reçoit d'autres personnalités, dont M. Benbouté, qui est un technocrate. Ça, c'est une partie. M. Belhimer fait ses annonces à la presse. Comme je vous l'ai dit la dernière fois sur le plateau, c'est le 4e pouvoir. On n'a pas entendu de réaction de syndicats de journalistes par rapport aux propositions, par rapport à la désignation pour l'arabe, par rapport à la désignation... Mais on a pris l'habitude maintenant. L'intelligentsia ne s'exprime pas, tout simplement. Elle est absente. Mais ce que je voulais vous dire, le moins, ce que je voulais vous dire, M. Benchnouf, c'est qu'on a eu à le dire souvent ici sur vos plateaux, c'est que depuis 1 mois et demi, 2 mois, nous traitons les affaires politiques algériennes, tout ce qui s'y passe, les mouvements, les frémissements, les tendances, de manière événementielle. On les traite pas de manière politique. Et c'est ça notre drame. Et même, comme vous dites, les intelligentsias, elles ne s'expriment pas. Oui.
Aucun journaliste ne s'exprime. Enfin, du moins quelques individualités qui tentent, genre Adil Houari et d'autres. Oui, tout à fait. Adil Houari, d'ailleurs, ouais. il a une formule magistrale, je ne partage pas tout avec lui, mais quand il a dit le poste de général de notre pays est un poste politique. Oui, oui. Je crois qu'il a résumé en une phrase l'essentiel de la crise. Et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que le fait que M. Belhimer, ministre de la Communication, s'occupe du secteur de la communication, de l'ANEP, du statut des journalistes, du statut des télévisions, et qui nous dit etc., que la presse va être bientôt indépendante. Hein, oui, elle va être indépendante, qui commence déjà par faire le ménage, excusez-moi du terme. Oui. Quel est le statut des télévisions, est-ce que c'est le statut de télé de droit algérien? Regardez ce qui s'est passé pour Magharibiya. Oui. Quand vous voyez une télévision comme Nahar, je pense, oui. qui, lors de la campagne électorale, a taillé le short, excusez-moi l'expression pour les téléspectatrices et téléspectateurs, à M. Tebboune, qui 2 jours après l'encense, oui. On ne peut pas évoluer dans un climat aussi malsain. Je pense qu'il va aller encore plus loin à recevoir des syndicats, à recevoir... Peut-être même des hirakistes qui va pouvoir débaucher. Il en a débauché. Mais pourquoi il est en train de constituer ce parterre de gens qui, pour certains, sont en train de ruer dans les brancards pour pouvoir être reçus, être convoqués. Et certains sont fâchés de ne pas avoir été convoqués. Mais pourquoi? Quelle est l'utilité d'avoir ces gens qui ne représentent rien, en fait? Enfin, ils ne représentent absolument rien, mais M. Tebboune veut aller... N'oubliez pas qu'il est en train d'envisager qu'il a créé une commission d'experts pour réviser la Constitution. Oui. Pour soumettre des propositions. Oui, des propositions. Mais le modus operandi n'est pas le bon. Oui, évidemment. Le modus operandi n'est pas le bon. Le peuple est en train de demander un processus constituant. D'une part, et il y en a d'autres qui demandent carrément une assemblée constituante. Oui, oui. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Constituant qui devrait aboutir à une assemblée constituante, puis à un référendum. L'impact sur le Hirak, pour moi, il est marginal. Pour moi, il est marginal. C'est un non-événement, vous voulez dire. Ce n'est pas un non-événement. Il faut prendre ça en considération. Mais vu la qualité des personnalités, M. Hamrouch n'a jamais marché au Hirak. Je suis désolé. M. Ben Bitour non plus. Hein. Ahmed Taleb non plus. Hein. Et même les présidents de partis qui y sont, ou d'autres personnalités, ils ont marché de façon très marginale. Il y a M. Sofiane Djilali qui a été reçu aussi, qui a commenté son entretien avec le président de la République. M. Sofiane Djilali, que je connais personnellement, que vous connaissez aussi bien que moi, est un homme charmant, c'est un homme qui a de l'expertise, qui a du sens. Moi, je pense qu'il est dans une logique d'appareil. Il a fait un choix. Oui. Maintenant, l'histoire retiendra est-ce que ce choix a été le bon ou le moins bon. Moi, je suggère, pour voir si le choix est bon ou pas, pour ces gens qui ont été aux consultations de M. Tebboune, d'aller demain vendredi à la marche. Moi, ce que je leur demande, pour ne pas faire de procès d'intention, moi, je suggère... Il ne s'agit pas de faire de procès d'intention. D'aller à Hirak, de marcher, s'ils sont reçus avec enthousiasme par le Hirak. Ça veut dire que, pour répondre à votre question, que le choix est bon. Maintenant, s'ils sont hués, s'ils sont rejetés, ça veut dire qu'ils se sont coupés eux-mêmes du peuple. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut acter aussi pour M. Sofiane Djilali, ne pas qu'à travers Mouatana, avec Zoubida Assoul et d'autres personnalités nationales, qui ont été les premiers à brader le décret scélérat d'interdiction de marche. Il a eu ce mérite-là. Maintenant, à une séquence donnée, avec une logique d'appareil donnée, il a décidé, avec son bureau politique, d'aller à la consultation. Moi, en tant que citoyen, je dis que c'est une erreur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il ne me semble pas que quand on tient un pays et qu'on sort d'un état DRS et qu'on a dans l'idée de faire de l'entrisme, et vous savez ce que cela veut dire, l'entrisme, moi, j'y crois pas. Je crois à la rupture, par contre. Absolument. Maintenant, l'histoire jugera en fonction des événements qui alimenteront le Hirak. Et le Hirak, il faut le considérer comme un moyen de pression énorme. Alors, Nora Bekouche, à votre avis, ces consultations de M. Tebboune sont dans le bon sens? C'est une manœuvre supplémentaire? Comment vous la voyez? Comment je le vis personnellement, en tant que citoyenne également algérienne.
comme monsieur a dit, il est dans son rôle déjà. Absolument. Parce qu'il veut quand même porter ce costume de président. Et en même temps, c'est une manœuvre. Au fait, personnellement, je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est vraiment de légitimer, parce qu'il sait comment il est là. Donc il essaye un petit peu de légitimer. C'est comment il est là, ça veut dire par la fraude. Ça veut dire qu'il n'a pas été élu. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec elle quand elle dit légitimer son élection. Déjà. Son élection, oui, parce que oui, par la fraude. Et pas que, parce que jusque-là, on a peut-être les seules élections qu'on a eues vraiment propres, on va dire, sans dire Neziha et là, élections tout court, c'est les élections des années 90. Oui, mais sinon, il y a eu toujours de la fraude, et on le sait. Mais ça, c'est les dernières élections. Pas que la fraude, parce qu'il y a également, c'était tellement, il ne pouvait même pas frauder, il y avait une manipulation de chiffres. Donc bon, ça c'est. Mais il y a eu la force aussi. C'est-à-dire, on a imposé ces élections à un peuple qui n'en voulait pas. Oui, un peuple. Est-ce qu'il y a, moi je ne connais pas un autre État, je sors un petit peu de là, où on demande pour faire un document administratif quel que soit, on te demande ta carte de vote. Tu pars à la mairie pour une résidence, on vous demande la carte de vote. Moi, j'ai été il n'y a pas longtemps en Algérie, même certains jeunes qui ont voté, pas parce qu'ils avaient, mais parce qu'ils étaient en recherche d'emploi. Et on leur suggère, on leur dit doucement, parce que là, s'il y a attention, pas le cachet, si tu n'as pas ta carte d'identité. Blanc, mais oui, parce que bon, on comprend, mais je comprends pas tout. Voilà, mais donc là, la première raison, c'est légitimer essayer de légitimer, parce que je pense que là. Il fait chou blanc. C'est peine perdue. Il est mal barré, mais il essaye quand même de légitimer son élection. La seconde va faire comme si. Voilà, consultation, voire tel. Il y a des personnalités qui sont respectables jusque-là. M. Talb Ibrahimi, M. Hamrouche, même. Ça, c'est des personnalités qui sont respectées par le peuple algérien. Mais pas pour autant représentatives. Mais pas pour autant. D'ailleurs, il faut, à chaque fois, j'ai dit, il faut qu'on sorte vraiment, peuple algérien, de la personnalisation. C'est-à-dire vraiment, là, tu as une personne et on dit Amen, quel que soit. Non, il faut toujours analyser, même si c'est une personne de confiance, comme il l'a dit, là, l'histoire jugera. Non, mais même si on a sur une position, on était bien, ça ne veut pas dire que c'est bon. On peut vraiment suivre tête baissée, yeux bandés, non. Donc là, il y a ça aussi. Et pour moi, on est vraiment dans les mêmes méthodes. Moi, je ne vais pas parler des méthodes de ce régime. Je ne vais pas parler des méthodes kidnapping habituelles. Je vais parler des méthodes douces que je connais depuis que je suis capable d'analyser et tout. C'est foutage de gueule, enfumage. Je suis désolée vraiment d'être crue et vraiment. Oui, parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles, quasiment. Pour ce qu'on n'est pas et ce que le peuple n'est pas, même si, c'est vraiment de l'enfumage. Dans son discours, Chengueriha, son dernier discours, parle de ce peuple magnifique qui accompagne l'armée et que l'armée accompagne dans ce très beau processus pour la démocratie. Il le dit très sérieusement. Alors que le peuple est en train de dire les généraux à la poubelle. Est-ce qu'il ne suffit pas de le dire? Est-ce qu'on va le croire sur parole? C'est ça ce qu'ils nous mais eux, peut-être qu'ils sont dans une posture où ils parviennent à se croire eux-mêmes. À croire à leur propre mensonge. Ça, je pense qu'ils sont complètement dans le déni total, même de ce soulèvement populaire. Absolument. C'est le mot, je crois. Ils sont dans le déni. Mais c'est leur problème. Ce n'est pas le nôtre. Nous, là, on sait, on connaît bien ce régime. On a été bercé, allaité, pas bercé, secoué. Secoué, tous les Donc on le connaît. On le connaît très très bien et on connaît toutes ces manœuvres. Moi je dis, ce régime... On le voit venir de loin. Mais oui, parce que, bizarrement, parce qu'ils étaient tellement... Ils se sont dit, ce peuple, il est ce bétail, il est dans
au bercail. Enfin, c'est impossible qu'ils Mais ils ont puissent, peur quand même. On descend en panique. mais, Hein. non, oui, Ouais. mais disons que là, le peuple a essayé quand même de se soulever. Les années 90 étaient vraiment le coup de massue. Ouais. Et du coup, ils étaient un peu tranquilles. Du coup, ils n'ont pas innové dans les Oui, méthodes. Hein. absolument. Donc, c'est les mêmes méthodes. Ouais. Donc là, c'est... Et nous allons demander à Rochdi Aloui, Rochdi Aloui, donc merci d'être avec nous. Marhaba bik. Barak fik. Rochdi Aloui, d'abord, avant d'en arriver au bilan et perspectives du Hirak, de ce qui s'est passé, de ce qu'il convient de faire à l'avenir, de ce que vous imaginez que cela puisse avoir lieu, sur ces consultations de M. Tebboune, quelle est votre approche? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. D'une certaine manière, je les vois comme étant des consultations logiques. Il fallait s'attendre à que Tebboune, M. Tebboune commence à faire cela. D'une manière, il est en train de construire une certaine légitimité qu'il n'a pas eue à travers le vote, parce que tout le monde sait que les élections étaient teintées, si on puisse dire cela. Et d'une autre manière, il est en train aussi d'exploiter les faiblesses de Hirak, il faut le dire, et en exploitant ces faiblesses, il espère marginaliser petit à petit Hirak à travers le temps. Je pense que il fallait s'attendre à cela et ce n'est pas une surprise pour moi. Pour répondre tout court. Mais comment pourrait-il légitimer des élections qui ont été une fraude massive avec des gens qui ne représentent rien ou presque rien? Tous ceux qu'il a convoqués jusqu'ici, si on leur demandait demain d'aller faire sortir dans la rue, je ne dis pas le centième du Hirak, le millième du Hirak, et je suis sûr qu'ils ne seraient pas en mesure de pouvoir le faire. Je suis d'accord, mais il faut aussi comprendre, si j'ose dire, que quand quelqu'un est élu président, même si à travers la fraude, etc., cette personne occupe le poste de la présidence qui vient avec un certain nombre, dans le cas algérien, un grand nombre de pouvoirs. Et c'est à travers l'exercice de ces pouvoirs qu'il devient légitime en quelque sorte. Donc c'est dans son rôle de dirigeant de l'État, du chef du gouvernement, etc., de commencer ces négociations. Et à travers ces négociations, non seulement il est en train de se construire une légitimité domestiquement à l'intérieur de l'Algérie, mais aussi internationalement. Les gens regardent l'Algérie, ils voient un président qui est en train d'accueillir des personnalités de l'opposition, entre guillemets, peut-être parler directement avec certains gens qui se réclament être représentants de Hirak, mais ça c'est un sujet que j'espère on va en parler. Là, ça lui donne une couche de vernis, même si ce vernis est très, très, très mince, mais c'est quand même une légitimité qui vient s'ajouter à la légitimité institutionnelle et constitutionnelle qui sont de son droit. Oui, mais Rochdi Aloui, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va à supposer qu'il va réussir à un temps soit peu, ne serait-ce qu'à l'international, donner l'illusion qu'il est en train de consulter l'opposition assidie, appelons-la comme ça. Il va réussir quoi avec ça? Calmer le Hirak, le diviser, le faire exploser, le décourager totalement? Marginaliser, je dirais. D'accord. Je ne vais pas dire exploser parce que cela risque de mener à quelque chose de négatif et néfaste pour lui. Mais je dirais que petit à petit, progressivement, marginaliser Hirak, exploiter les faiblesses de Hirak. Hirak a des faiblesses. Ils sont énormes et vous, on en a parlé déjà de ces faiblesses depuis le mois de juillet.
Et là, en exploitant ces faiblesses-là, et je vais le dire, la non-organisation incompréhensible de Hirak, il va progressivement marginaliser. Ça, ce n'est pas... Et en marginalisant Hirak, il fait aussi une autre manœuvre qui coopter Hirak. Parce que dans un mouvement qui n'est pas organisé, dans un mouvement qui n'est pas représenté par une représentation formelle, il y aura toujours des gens qui viennent, qui se réclament de Hirak, qui vont dire, voilà, je suis avec vous, je vais être parmi, faire partie de votre commission X ou Y, et en faisant cela, non seulement il marginalise Hirak, il coopte aussi Hirak. Et en faisant cela, ça sera une marche lente vers la marginalisation de Hirak. Et restez avec nous. Je reviendrai avec vous tout à l'heure pour vous demander de nous parler ce que vous entendez par cette question des représentants du Hirak, des faiblesses du Hirak dont vous nous dites qu'elles sont énormes, et de la non-organisation du Hirak. Ce sera ma prochaine question pour vous. Idirou Nourn, je reviens à vous. Sur un point que j'aimerais que vous entendre me donner votre avis. Soufiane Djilali, pour le nommer. Hein. Oui. La première fois, il a dit, déjà, nous avons été reçus par Monsieur le Président, il lui donne de Monsieur le Président, direct, hein, et qu'il nous a promis de faire le nécessaire pour faire libérer les prisonniers. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu ici dans une émission où on a dénoncé ça, on a dit comment se fait-il que quelqu'un de l'opposition, au lieu de demander, d'exiger l'avènement d'une vraie séparation du pouvoir, une justice indépendante qui puisse à ce moment faire son travail, il va demander à l'exécutif d'ordonner à la justice de libérer les prévenus. Et les deux acceptent de rentrer dans ce jeu. Tout de suite après, M. Sien, j'ai fait une déclaration, il dit « Ah non, non, moi j'ai pas dit ça, moi j'ai dit que le président m'a dit qu'il allait demander à la justice d'instruire l'affaire, bon, ce qui revient au même. » Mais il déclare dans une autre émission de Radio M, il dit quelque chose d'absolument énorme. Nous savons qu'il y a un principe universel de droit qui consiste à dire que c'est l'accusation qui a la charge de prouver que l'inculpé, que le présumé innocent, est coupable. Ça, c'est un principe de droit universel dans tous les pays du monde. Et M. Soufiane Djilali qui parle, il dit oui, charge, on va l'écouter d'ailleurs, charge aux inculpés de prouver leur innocence. C'est complètement ahurissant. Vous allez l'écouter tout de suite. Citer donc franchement le cas des figures politiques connues, puisque heureusement l'Akhdar Bourga'a et Général Ben Hadid ont été libérés préalablement, mais reste le cas de Karim Tabou, de Fodil Boumela, Samir Belarbi et Abdelouhab Fersaoui qui sont les plus visibles, mais probablement quelques autres. Le président de la République a été clair, il m'a dit qu'il n'y avait pas lieu d'interférer immédiatement dans le processus judiciaire puisque l'instruction est en cours et que chacun sera rétabli dans ses droits en fonction d'une justice qui sera transparente. Donc, s'il y a des charges dans le dossier, dans l'instruction, c'est à ce moment-là aux prévenus de démontrer qu'ils sont complètement victimes et non pas, qu'ils n'ont commis aucun délit. Donc, alors d'abord, il nous dit que la justice est transparente. C'est complètement ahurissant. Et puis il nous dit que c'est aux accusés de prévenir, aux détenus, de prouver qu'ils sont innocents de ce qu'on leur reproche. C'est des propos qui ne sont pas très compréhensibles, bien qu'il ait fait référence aux propos du président de la République. Mais quand il étaye, ça ne peut pas se décliner de cette manière-là. D'abord, c'est des détenus d'opinion. C'est des détenus politiques. Si à partir du moment où tout le monde est d'accord pour qualifier ces détenus-là... Et tout le monde sait pourquoi ils sont en prison. Oui. Le souci, c'est quoi? À partir du moment où l'ensemble des citoyens algériens pensent que c'est détenus d'opinion, que c'est des détenus politiques, la justice doit s'arrêter. La justice doit s'arrêter immédiatement. Absolument. On n'a pas besoin d'instruction. Absolument. Et ça, c'est le premier élément.
le deuxième élément. Il n'y a pas de délit, vous voulez dire. Il n'y a pas de crime. Il y a pas une de opinion délit, exprimée. Une opinion politique. Il y a une fabrication. On a fabriqué dans des labos des chefs d'inculpation. Voilà. Atteinte au moral des troupes. De l'armée. Ouais, de l'armée. Je voudrais aussi parler aussi d'un cas qui ne me tient pas à cœur. Je suis militant des droits de l'homme, je suis membre d'une ONG. Parler du général Ardili, c'est inique ce qui lui arrive. Absolument. Sa déclaration, pour moi, sa déclaration en disant « je veux être réhabilité avant de sortir, je ne peux pas sortir avec ça sur mon dos. On a sali ma famille, on a sali mon honneur. » C'est tout à son honneur. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette attitude. Rojla, comme on dit nous. Il a dit, moi, je ne sors pas tant qu'on ne me réhabilite pas et qu'on ne me réinstalle pas dans mon honneur. Oui. Et ça, je le salue. Beaucoup de ses camarades qui étaient en campagne et qui se retrouvent ministres aujourd'hui n'ont pas évoqué ne serait-ce qu'une seule fois son nom. Et ça, je trouve ça déplorable. Mais si on revient à la déclaration de M. Sofiane Djillali, à partir du moment où on considère M. Tabou, ce n'est pas un délinquant, M. Samir Belarbi n'est pas un délinquant, M. Fodil Boumela n'est pas un délinquant, et tous les détenus d'opinion, on les appelle des détenus d'opinion. Regardez les derniers rapports de HWR. Absolument. On n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est extraordinaire ce qu'il y a dedans. Et après, on vous dit... Violation sur les droits de l'homme absolument signalée un peu partout dans le monde. Mais excusez-moi, M. Benchenouf, c'est l'attitude du gouvernement et du pouvoir réel avant l'élection de M. Tebboune qui est responsable de tout cet état de fait. Bien sûr. Et c'est à eux seuls à dénouer cette crise politique. Cette crise des détenus d'opinion doit être, à mon sens, je ne suis pas juriste, doit être prise en compte dans les plus brefs délais. Et libérée sans aucune condition. Il ne faut pas que ça devienne non plus fond de commerce pour les uns et les autres qui disent avoir été voir Tebboune pour demander la libération des détenus. Non, mais ça, je vais vous dire, je crois que le peuple algérien est assez mature. Il a prouvé sa maturité pendant toute cette année. On va arriver le 22 février à sa première année. Ce sera un anniversaire. Je ne pense pas que... En tout cas, moi, je pense que là M. Sofiane Djillali a fait, pas une faute, mais une grosse erreur politique en s'exprimant de cette manière, en oubliant les règles de droit élémentaires. À partir du moment où on qualifie les détenus comme détenus d'opinion, immédiatement, de manière mécanique, la justice s'arrête. Absolument. Au nom de la liberté d'expression, au nom de la Constitution, même celle qui est aujourd'hui en vigueur. Nora Bakouche, sur cette déclaration, la justice transparente, vous imaginez un peu? Je reviens, c'est foutage de gueule, c'est tout. Je suis désolée. Et puis là, je ne suis pas d'accord que c'est une erreur politique, c'est juste, c'est la vérité. C'est les droits, oui, mais est-ce qu'il y a un droit en Algérie? C'est en marche sur la tête, c'est aberrant ce qui se passe. Détenus d'opinion, effectivement, normalement, il n'y a pas de justice. C'est des gens qui doivent sortir. Il y a, là, vous avez dit fabrication. Ils n'ont rien à faire en prison. Absolument. Normalement, ils n'auraient pas dû être inculpés pour avoir manifesté, fait des déclarations politiques. Absolument. Quelles sont leurs déclarations politiques? Ils ont demandé un état de droit. Ils ont demandé à l'armée de rejoindre ces casernes. Voilà. C'est ça, il n'y a rien de plus. C'est la demande de tout le peuple algérien. Absolument. Ouais. Ils s'en ont fait les porte-parole et point barre. Absolument. Tout à fait. Ils ont été arrêtés pour casser le Hirak. Et un représentant d'un parti politique qui se dit de l'opposition, qui arrive, qui dit ils n'ont qu'à prouver leur innocence, et qui dit que la justice est transparente. Oui, on sait que c'est faux. Voilà, il peut dire que la justice est transparente, il peut le hurler. La justice, elle n'est pas transparente. Et tout le monde le sait en plus. Et tout le monde le sait, le peuple algérien le sait. Donc il faut vraiment cette langue de bois, il faut l'arrêter. Il faut pas. Le peuple algérien, c'est vrai qu'il a démontré sa maturité, qu'il n'est pas dupe. Donc, et aussi par rapport là justement peut-être un des points qui ont été soulevés par les représentants, parce que c'est des gens
la plupart ont été emprisonnés parce qu'on pensait qu'ils avaient une certaine influence. Absolument. Et que finalement, voilà, c'était Ils ne une voulaient manœuvre pas qu'ils deviennent des leaders. des leaders. Et dans le même temps, ils nous reprochaient de ne pas avoir de leader, bah oui, c'est de ça. représentants. Bah oui, Alors, Rojdi Eloui, vous vouliez justement commenter l'intervention de nos deux invités? Non, je voulais parler justement de ce que M. Djelali a dit. Et là, je rajoute un point sur M. Idir, je crois. Oui, ça Idir Noran, oui. Voilà. M. Djelali a commis une erreur incroyable. Personnellement, je suis sidéré qu'un chef de parti qui a une tendance à promouvoir la démocratie et le droit de l'homme ne connaît pas le principe de habeas corpus, c'est en latin habeas corpus, qui veut dire il faut ramener le corps ici devant le juge pour que le juge le charge officiellement. Absolument. C'est à partir de cela que la défense commence à avoir ses arguments. Il faut que l'État, le juge, charge une personne clairement selon le habeas corpus, et puis là on fait une défense. C'est pas à l'accusé de démontrer son innocence. Ça, c'est un principe qui a été dans la loi internationale depuis Magna Carta, depuis le XIe siècle. Le habeas en français, on le prononce, c'est une expression latine, on le prononce habeas corpus. Voilà, habeas corpus. Habeas corpus, ouais. C'est vieux, c'est très vieux, c'est appliqué depuis l'Antiquité quasiment, où il est là à la charge de l'accusation d'apporter la preuve, et non à l'inverse. C'est un principe universel de droit. Ça a été plus ou moins en vigueur depuis Magna Carta, c'est-à-dire depuis le XIe siècle. Voilà, le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Ouais. Et que M. Djelali Sofiane ne connaît pas cela, personnellement, je comprends pas. mais sinon, pour revenir, oui, un autre commentaire? Oui, allez-y. Ceci dit, on parlait tout à l'heure, je vous disais qu'il y aura toujours des personnalités qui prétendent être représentants de Hirak et de l'opposition, qui vont venir et négocier avec Tebboune ou l'État ou l'armée, et c'est à travers ces gens-là que la marginalisation et la cooptation de Hirak va se faire. C'est pour cela que quand je dis que Hirak, au sein de lui, pour utiliser une expression latine, d'une manière endogène, il a une faiblesse. Et cette faiblesse-là, c'est la non-organisation. Quand un mouvement n'est pas organisé, il s'ouvre, il se met à nu. Mais Rojdi Eloui, je vais vous apporter une petite précision du Hirak, parce qu'on a posé souvent cette question. Quand on a dit, parce qu'il y a vraiment polémique en la matière, d'autres qui disent qu'il faut s'organiser, d'autres non. Quand on leur a demandé pourquoi vous ne vous organisez pas, c'est nécessaire pour mettre des gens en avant qui pourraient négocier et tout, ils vous disent non. Si on désigne des représentants, ils vont être arrêtés, ils vont être ou corrompus, ou achetés, ou approchés. Donc le meilleur moyen, c'est que d'abord, l'armée, le vrai pouvoir et non pas Tebboune, formule sa volonté de négocier. Et à ce moment-là, nous allons nous organiser pour présenter des représentants qui vont parler en notre nom. Mais pas avant. Ce n'est pas nécessaire de mettre en avant des représentants qui vont être soit approchés, soit corrompus, soit arrêtés. Donc on attend que l'état-major exprime sa volonté d'aller à des négociations pour restituer le pouvoir aux Algériens. L'organisation de Hirak aurait dû être faite il y a de cela longtemps. Maintenant, on est dans une autre phase. Et c'est pour cela que pratiquement l'organisation de Hirak maintenant va mener à d'autres résultats. Il fallait organiser Hirak au mois de juillet, quand Hirak a commencé à baisser d'intensité et les frais de magnitude. Là, il fallait l'organiser. Là, il fallait lui donner une voix. Là, il fallait lui donner une organisation collégiale qui représente et qui articule les griefs et les demandes de Hirak. Maintenant, on est dans une autre dynamique.
On n'est plus dans une dynamique de on va envoyer Tebboune à la retraite. C'est impossible. Tebboune, il est là. Tebboune, il est là. Il va compléter ou finir son mandat de 5 ans. Je ne vois pas... Ah, vous pensez, Rojdi Aloui, qu'il va pouvoir finir son mandat de 5 ans? Oui, je pense que oui. Ah, je pense que oui. Je pense que quand quelqu'un... Ce qui manquait à Ben Saleh, il lui manquait d'avoir une couverture constitutionnelle totale. Oui. Là, cette question-là a été résolue. Oui, mais Rojdi Aloui, excusez-moi de vous interrompre. Cette question de la Constitution, vous savez très bien que c'est une Constitution scélérate, qui a été faite par le régime sur mesure, qui a été violée par le même régime plusieurs fois, réaménagée, revisitée, et que ça ne veut rien dire quand tout un peuple est dehors pour dire cette Constitution, ni ce régime, nous n'en voulons plus, nous voulons un processus constituant pour une autre constitution, nous voulons une vraie séparation des pouvoirs, nous voulons de vraies élections organisées non pas par ce régime, mais par de vrais représentants du peuple. Donc cette constitution qui le protégerait, qui lui permettrait d'aller au bout d'un mandat acquis par la fraude, moi personnellement je ne suis pas aussi optimiste que vous. Je suis quand même d'accord. Votre description de la constitution algérienne est absolument parfaite. C'est une constitution dérisoire. Mais ceci dit, c'est une constitution. Et il va faire tout Tebboune pour l'amender d'une manière à ne pas réduire son pouvoir, et ça lui donnera une autre couche de légitimité. Mais Tebboune est là. C'est une évidence qu'il faut, je crois, digérer, qu'il faut comprendre et qu'il faut en prendre compte. Si on insiste, moi ce que j'ai peur, c'est la fin. Parce que quand je regarde l'intensité de Hirak, il faut être honnête, Hirak a baissé d'intensité. Hirak est dans le creux de la vague. Oui, mais Rojdi Aloui. Je vais poser la même question à nos autres invités. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'une révolution de ce type, qui tient depuis 11 mois maintenant, c'est un corps vivant qui respire. C'est comme les marées qui vont, qui viennent, qui reviennent, qui montent en intensité, qui baissent en cadence, qui reviennent, qui respirent, qui reprennent de leur élan. On ne peut pas s'attendre d'une révolution de ce genre, aussi intense, aussi longue dans le temps, qu'elle soit tout le temps au même niveau. Le régime aurait sauté au 3e mois dans ce cas. C'est pour cela que, à travers le monde, quand il y a un mouvement protestataire et un mouvement social, il y a des organisations. Le rôle des organisations, le rôle des porte-paroles, le rôle des leaders des organisations, des mouvements sociaux, et de prendre le relais quand l'intensité du mouvement baisse. Là, ils prennent le relais. Et le relais, ils le font parce qu'ils ont, d'une certaine manière, le pouvoir à ramener les médias, à avoir une certaine parole, à dominer la scène politique, à proposer une autre chose. C'est pour cela quand vous regardez tous les mouvements sociaux, protestataires à travers le monde, que ce soit de l'ANC, de l'Afrique du Sud et de Mandela, jusqu'à le mouvement des droits civiques aux États-Unis ou le mouvement de écolo en Europe, etc., ou le mouvement suffragiste des droits des femmes en Europe et à travers les pays européens aux États-Unis, tous ces mouvements-là ont eu une organisation. C'est pas parce qu'ils voulaient avoir le pouvoir, non. C'est parce qu'ils avaient un certain nombre de buts, d'objectifs, et qu'ils voulaient achever, accomplir, réussir ces objectifs-là. Et restez avec nous, je reviens à vous pour vous demander comment vous voyez, vous, les perspectives du Hirak pour l'avenir. Alors, Idir Nourn, donc Rojdi Aloui nous dit, c'est un peu comme s'il nous disait que le Hirak est un corps sans tête, qu'il ne peut plus avancer,
que, d'abord, est-ce que le Hirak a faibli, comme nous le dit Rachdi à lui? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est faibli, d'autant qu'il reste sur ses fondamentaux, sur ses slogans, sur ses fondamentaux. Là où je diverge un peu avec M. Alloué, qu'il m'excuse, c'est que ce n'est pas un mouvement social, M. Alloué. C'est un mouvement d'essence politique, exclusivement politique, où le peuple algérien, dans sa grande mansuétude et dans sa grande maturité, exige un État de droit, exige des libertés, exige un État civil, exige, on est revenu vers des fondamentaux de nos parents. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, quant à la structuration du Hirak ou pas du Hirak, je crois qu'il faut laisser un peu maturer parce que nous ne savons pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, capter la véritable nature politique du Hirak au-delà de ses slogans. Moi, je souhaiterais justement qu'on fasse un bon qualitatif et je suis heureux que vous me donniez la parole. C'est qu'au-delà des slogans qui ont fait le Hirak, qui ont fait la matrice du Hirak, qui ont ressoudé les Algériens, qui leur ont redonné de la fraternité, c'est qu'on puisse parler maintenant au Hirak uniquement de transition. Ça a pour but de bloquer toutes les initiatives du pouvoir. C'est une manière de leur dire on ne reconnaît ni vos consultations, ni vos offres de services, et qu'on reste là, dans la rue, pour obtenir cette transition pour laquelle nous sommes dehors depuis bientôt une année. Je crois que si je vous ai bien compris, le vecteur, il ne faut plus parler que d'un seul objectif. D'un seul objectif, c'est exiger la transition. Ne pas se laisser disperser par d'autres... Se laisser disperser, c'est une mauvaise chose. Garder, évidemment, les slogans qui ont fait le Hirak, qu'on est tous dans cette matrice-là, c'est-à-dire Eurohoga, etc., qui restent dans l'imaginaire populaire comme quelque chose de très, très important, mais que tous convergent, société civile, partis politiques, les marcheurs du Hirak, toutes générations confondues, sur un seul mot d'ordre. On veut une transition. À partir du moment où le but est clairement affiché, c'est que nous voulons cette transition, je pense que tout le monde peut s'articuler autour de ça et que peut-être à ce moment-là, il y aurait convergence à la fois des partis politiques de l'opposition, le Hirak, les syndicats autonomes, les corps intermédiaires qui... Et comment, pour répondre à comment dirais-je, à ce qu'évoque Rachdi à lui, oui. Comment faire pour pouvoir faire émerger ces représentants sans lesquels, selon M. Rachdi, on ne peut pas avoir de tête pensante ni de représentants véritables? Moi, je vous l'ai dit au début d'émission, moi je crois au Hirak profondément, mais je le crois comme étant un moyen de pression. Un moyen de pression. Il suffit tout simplement que les associations qui existent déjà, qui sont marquées, qui sont estampillées de l'opposition, les partis véritablement politiques qui sont estampillés de l'opposition, les syndicats autonomes estampillés de l'opposition, qu'ils arrivent à se réunir sur la base de choses très simples, exiger une transition autour de valeurs que nous partageons tous, la citoyenneté, les libertés individuelles, les libertés collectives, un nouvel... oui, évidemment, un État civil et toutes les libertés. À partir de ce moment-là, si on arrive à coaguler autour d'une dizaine de principes qui seraient partagés par tout le monde, ce serait merveilleux. En plus, je ne souhaiterais pas, disons, qu'on élise, plutôt qu'on délègue à l'intérieur du Hirak. On délègue, il y a mandat de retrait, je ne sais pas si vous comprenez. Que le Hirak ait des délégués, il n'y a aucun souci à le faire. Chacun peut le faire dans ses wilayas, à travers les universités, à travers donc toutes les associations qui existent déjà. Donc, mais comment, d'après vous, de façon, j'allais dire procéduriellement, comment aller vers cette désignation par plébiscite, dans les Hirak, dans la rue, en organisant des corporations, par la voie locale? Moi, je pense qu'on devrait faire un mixte. Un mixte dans le sens où, vous savez, si nous avons des barreaux, ils se sont prononcés. Oui. Il y a les conseils de l'ordre. Est-ce qu'ils ont désigné leurs représentants? Non, mais attendez, il faut les mettre devant leurs responsabilités parce que là, aujourd'hui, nous sommes non pas dans une séquence historique banale, nous sommes dans une très grande séquence historique qui engage le pays. Et quand ça engage le pays, ça veut dire qu'on est à l'échelle d'un nouveau destin pour le pays. Ce n'est plus, on n'est plus dans du bricolage.
C'est un destin qu'on est en train de construire pour un pays. Si on se met à cette échelle-là, je suis désolé que toutes les organisations... Est-ce que le moment est venu, d'après vous? Moi, je pense que ça commence à maturer. Moi, je vous dis honnêtement... Ça va venir, ça va couler de source, quoi. Moi, ça va venir... il me semble que ça va venir. Il y a des initiatives telles que le PAD et l'appel aux assises de la transition. Il faudra savoir maintenant quel contenu, quelles personnes ou personnalités ou citoyens du Hirak qui vont y participer, le modus operandi, parce que là, ça va être... je pense que le PAD va acter... Mais est-ce que le PAD est représentatif de toutes les tendances, de toutes les mouvances politiques du pays? Pour le moment, il n'est pas représentatif de toutes les mouvances. Il s'avère qu'il y a une réunion le 25 janvier, c'est une date fatidique pour nous, la marche du 25 janvier du MCB que je tiens à rappeler, c'est un anniversaire qui m'est cher, mais le 25 janvier, M. Benchnouf, suivant la qualité des personnalités qui seront, la S-qualité des personnalités, les partis politiques, les membres du Hirak qui voudront bien y venir, sanctionner le timing pour aller aux assises à ce moment-là. Pour le moment, il faut acter uniquement. Le 25 janvier, c'est l'appel à la transition en Algérie. Alors, nous venons d'être rejoints par Oulahlo, artiste bien connu, auteur, compositeur, fameux auteur et interprète de... Tout le monde la connaît, alors Idir? Moi, je ne la connais pas. Pouvoir assassin, pouvoir assassin. Je le taquine, mon ami. Pouvoir assassin. Tu ne connais pas ça? Alors, allons-y. Voilà. Merveilleux. D'ailleurs, Oulahlo va nous le chanter tout à l'heure. Je reviens à vous dans un petit instant, Oulahlo. Alors, juste pour faire la transition, Nora Bekouche, d'abord, est-ce que vous pensez que le Hirak affaiblit vraiment? Honnêtement, je n'ai pas cette impression. Hein. Vous étiez en Algérie il n'y a pas longtemps. J'étais en Algérie il n'y a pas longtemps. L'été, j'ai passé tous mes vendredis également à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a, on peut le comprendre, hein, c'est la période estivale. Néanmoins, je partage ce que M. Idir a dit. Par contre, je suis complètement pas d'accord avec M. Alui. Là, c'est vrai que c'est pas une demande sociale du peuple algérien. Donc on n'est pas du tout dans la configuration qu'on voit ici des corps intermédiaires par exemple, ou des personnalités ou des partis politiques qui reprennent un peu après les négociations, mais aussi on est en Algérie. On l'oublie, on n'est pas en France, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, dans des pays de droit où la confiance, même si, mais ça veut dire que des représentants ne seraient pas inquiétés, ne seraient pas emprisonnés. Premièrement, les représentants ne sont pas inquiétés, ne sont pas, même les représentants, même un simple citoyen, on a le droit de critiquer le président, le gouvernement, l'armée sans être vraiment inquiété, mais là aussi, déjà représentant, mais il y a une rupture, il y a un divorce entre le peuple algérien et les représentants, les partis politiques, les corps intermédiaires. Mais ces partis politiques, pour la plupart, du moins, tout le monde sait qu'ils ne sont pas représentatifs, mais pour le Hirak, est-ce que Alui Rachdi a tort quand il dit que des millions d'Algériens qui ont des aspirations, des revendications, qui tendent à un changement, ils ne peuvent pas s'exprimer tous dans la rue ensemble. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour eux, qui reprennent leurs idées. Est-ce que c'est un tort que de le dire? Non, ce n'est pas un tort, mais honnêtement, moi, je ne le comprends pas. Les demandes, les revendications du Hirak sont claires. C'est vrai, elles sont connues. Claires, elles sont... État de droit. Oui, mais il faut aller dans le détail. Quand on dit nous voulons un état de droit, il faut aller dans le détail. Mais je veux dire, il y a... Dans les négociations. On n'est pas dans le hiwar, dans la discussion, parce que on là... n'est pas dans le papotage, on est dans la négociation. On a dépassé ça, on aurait pu le faire là, au mois de mars, ou là, mais on est vraiment la négociation. Et puis là, l'étape qui doit être faite avant toute négociation, c'est le retrait des militaires. Enfin, les militaires doivent vraiment... Voilà. Après, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de représentants pour papoter.
Oui. C'est dire, On en voilà, aura besoin pour négocier. On aura besoin pour négocier. Déjà, mais déjà, il y a deux. C'est que tous les détenus d'opinion, qui soient les détenus d'opinion du Hirak, enfin, à partir du 22 février, où il ne faut pas oublier d'autres détenus d'opinion d'avant, et vraiment la décision militaire de dire, voilà, nous, on retire, on revient à notre fonction. On vous rend les clés du pays. On vous rend les clés et on revient à notre fonction. Juste, M. Benchour, si vous permettez, une petite oui, seconde, vous serez gentil. Alors, une seconde, je compte. C'est par rapport au retrait de l'armée du champ politique. Il faut que l'armée prenne conscience d'une seule chose. Si elle ne prend pas en compte les aspirations du peuple, et qu'elle ne fasse pas sa propre mutation interne, c'est une catastrophe qui risque d'arriver. Alors, Oulahlo, votre sentiment d'abord sur le Hirak. Et vous savez que votre fameuse chanson, aujourd'hui, c'est devenue une chanson culte, chanson phare, reprise dans tout le pays, par tous les manifestants, et même ici en Europe, même aux États-Unis, au Canada. Alors, d'abord, quand vous avez composé et chanté cette chanson, c'était bien avant le Hirak. Elle a été composée en 2010. D'accord. Et vous vous attendiez à un tel succès? En 2000. Ah, 2000. 2000 avant 2001. Avant le printemps. Avant le printemps noir. Le printemps noir. C'est dire que voilà, ça dépend pas de ma volonté, quoi. Et vous n'avez jamais imaginé que le jour viendrait où cette chanson allait devenir une chanson culte, une chanson... C'est un artiste qui écrit une petite chansonnette chez lui en 2010, je disais, 2000 avant 2001. Dès que les événements... C'est les événements qui l'ont porté. Voilà, moi je l'avais enregistré comme le hasard fait bien les choses des fois. Je l'avais enregistré au même moment, donc les événements l'ont bien porté. 20 ans après, un peu son petit bonhomme de chemin. C'était prémonitoire, sa chanson. Prémonitoire. C'est un peu prétentieux de le dire moi-même. Si vous le dites pour moi, je vous l'accorde. À ta place, cher ami. Pas de problème. Mais qu'est-ce que vous pensez du Hirak? Moi, je sais que vous allez souvent à la marche du dimanche, que vous participez aussi aux marches des Algériens. Je ne vous dirai pas ce que je pense du Hirak. Je vous dirai que ça fait... J'y vais pas dans le Hirak. Ah, d'accord. Moi, en tant qu'artiste, j'ai fait déjà mon Hirak. Ah, l'artiste, c'est pas une Ce qu'a m'a dit physique. tout à l'heure un confrère ici. Non, oui, d'accord. Mal vous informer. Moi, je pense que le travail de l'artiste, c'est être à l'avant-garde. C'est pas un artiste qui fait les choses avant les autres. Ah. Quand les autres arrivent, lui, son rôle, il est fini. Il cherche un autre sujet. Voilà. Il est déjà... Donc, voilà. Moi, et vous avez de l'espoir pour le pays, pour le changement, une fois que maintenant que notre peuple est dans la rue? Je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est la première fois que l'Algérie a vu naître de l'espoir. C'est vrai. Du moins, c'est mon avis. C'est hein, vrai. mon humble. C'est vrai. Pour moi, je suis convaincu que c'est la première fois qu'on sent un vrai espoir. Voilà. Et cette question technique qu'a soulevée Alwi Rochdi, notre compatriote aux États-Unis, de la nécessité de représentants du Hirak, vous pensez que le moment est venu d'avoir des représentants? Il faut encore attendre? Non, franchement, moi, je ne suis pas venu en tant que politique. En tant que politique, je n'ai pas cette ambition. Moi, je voulais vous faire parler, vous faire associer ni ses capacités. C'est-à-dire, je n'ai pas comment on appelle ça, pardon. Je n'ai pas l'ambition de parler politique. Moi, j'ai des émotions que j'exprime à travers des petites chansonnettes. Mais les chansons, c'est de la politique. Hein. Surtout non, les vôtres. non, c'est des émotions, bien sûr. C'est des émotions. Si je peux traduire son émotion, que je connais bien, ouais. C'est un poète, c'est un révolutionnaire. Il est humble, il exprime ses émotions. Des fois, il l'écrit. Ouais. Il a une prose qui est à la fois douce et quelquefois violente. Et surtout, il a de l'authenticité. Alors, j'ai bien résumé, je pense. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas faire le politique, essayer d'analyser tout. Moi, ce n'est pas mon rôle. Et je rappelle que vous devez bientôt chanter, vous organisez un concert au Cabaret Sauvage. Et je rappelle que le Cabaret Sauvage, contrairement à ce que pourraient croire certains, ce n'est pas un cabaret. Hein. Ouais, c'est une salle mythique, ici à Paris, qui organise, surtout autour de l'événement algérien,
qui organise des concerts fabuleux. Il faut réserver plusieurs jours à l'avance, plusieurs mois parfois. Et un établissement superbement bien tenu, où les artistes, les vrais, les grands, se bousculent quasiment. Et donc, dites-nous la date. Moi, je suis l'artiste. Ce dimanche-là. Je ne parle pas politique, je ne parle pas commercial, je parle artistique. Moi. Non, mais le 19, le 19. Le 19. Dimanche, c'est ça. Le 19, il faut bien qu'on sache. Oui, bien sûr. Je plaisante. Alors, Ça prouve qu'il n'est pas venu faire de la promotion. C'est tout à son honneur. Il est venu surtout nous régaler tout à l'heure tout ça, c'est ça. d'une chanson après quand on va venir. Alors, Rojdi Alioui, vous souhaitiez commenter ce que nous étions en train de dire avant de revenir à la question que je voulais vous poser. 2-3 points d'abord. Alors, quand je parle de mouvements sociaux, et là je réponds à M. Idir, c'est la catégorie, et à l'intérieur de la catégorie, il y a les mouvements contestataires, révolutionnaires. C'est comme ça que dans la littérature qui parle de cela, on classifie, on fait la typologie des mouvements sociaux. Donc là, quand on parle de mouvements sociaux, on ne parle pas de grève des employés de sanitation, par exemple. D'accord. On peut parler aussi de révolution. D'accord. Hein? Le deuxième point, c'est on parle de partis politiques en Algérie, et là, vous m'excusez vraiment, il n'y a pas de parti politique en Algérie. Même pas le FFS, même pas le FFS, même pas le RCD. Où on parle du PAGS, où on parle des partis nationalistes ou d'autres partis, il n'y a pas de parti politique. Il faut voir la réalité en face, que le paysage politique en Algérie, que quand je parle de paysage politique, je parle du système de partis, est en ruine, carrément. Ils ne représentent que eux-mêmes. Oui, mais attendez, Rojdi Alioui, quand on parle... Vous m'excusez, s'il vous plaît, pour que je allez, mon idée. Allez. Quand on parle d'une association Hirak et des partis politiques, là, je m'excuse, c'est Hirak s'aligne avec les partis politiques, ça va être une ruine pour Hirak. Parce que ces partis politiques ne représentent qu'eux-mêmes. Il n'y a aucun socle social, économique, etc., qui ancre ces partis politiques. Même pas le FFS, même pas le RCD, même pas le FIS. La seule chose que le FFS a, c'est une légitimité historique à travers Hossein Ahmed. À part cela, vous allez à Constantine ou à Batna ou à Steve, vous leur dites FFS et c'est qui les FFS? La même chose pour le RCD. La même chose pour le RCD. Et le FIS? Et le FIS? C'est une coquille vide. C'est une coquille vide carrément qui a une personnalité Saïd Saadi et rien d'autre. Et le FIS, Front islamique du salut, qui a été dissous? Là, il n'y a pas, le FIS n'est pas, il n'y a que des personnalités comme Anwar Haddam qui est aux États-Unis, et d'autres qui sont en France, et ceux qui sont en Algérie sont marginalisés ou ils ont abandonné la politique. Pour revenir à un point très important, quand je parle d'organisation et de gens qui représentent le mouvement. Et là, je vais commencer à parler de Karl Marx. Marx, dans Das Kapital, le Capital, disait qu'à un moment ou à un autre, la classe prolétaire et l'Lumpenproletariat, comme il disait, va prendre conscience de son état, de l'esclavagisme dans lequel cette classe politique, sociale, économique, etc. vivent, et ils vont se révolter et ils vont prendre le pouvoir pour chasser la classe capitaliste. Alors, Marx a écrit cela 1800 quelque chose. Il y a eu plein de mouvements sociaux, et là j'insiste sur le mot mouvements sociaux parce que c'est la catégorie. Hein. En Angleterre, aux États-Unis, en France, il n'y a jamais eu l'unité, même en Allemagne, une unité de ces classes prolétaires. Ils n'ont jamais réussi à chasser la classe capitaliste du pouvoir. Lénine, regardez cela, il disait que Marx a diagnostiqué le problème très bien, mais là,
il a soustrait ou il n'a pas bien précisé le mécanisme à travers lequel cette classe prolétaire pourrait ou pouvait prendre le pouvoir. Et c'est cela qui a fait la force de Lénine. Parce qu'il est venu avec une autre théorie, ça s'appelle la théorie avant-gardiste, qui dit que quand il y a un mouvement social protestataire, etc., il faut des dirigeants, il faut une organisation pour résumer les demandes, pour les articuler clairement, pour venir à l'aide au mouvement quand le mouvement est dans le creux de la vague, et pour enfin prendre le pouvoir au cas où il y a une transition. Et je vous arrête là, lui, je suis désolé, il n'y a plus de temps, nous sommes obligés d'aller très vite. Il va y avoir 1 minute par invité à peu près, Idir, pas très longtemps. Oui. Non, moi je suis en complet désaccord avec M. Aloui, qu'il m'excuse encore une fois, quand il dit que les partis politiques n'ont plus d'avenir. Je suis désolé, M. Aloui, soit vous vivez à l'extérieur de l'Algérie depuis trop longtemps, mais Saïd Saadi n'est plus à la tête du RCD, et depuis plus d'une dizaine d'années. C'est M. Mohsen Belabès qui est à la tête du RCD, ça c'est le premier élément. On ne peut pas dire que le FFS doit être disqualifié. Nous sommes dans un processus... le FFS est estampillé donc constituante. Le RCD laïque est processus constituant. Madame Zoubida Assoul de l'UCP, l'état de droit, les libertés, processus constituant. Le PT vient d'annoncer dans son dernier communiqué qu'il est pour une constituante. Donc, je ne pense pas que ce soit à vous ou à nous tous à disqualifier les partis politiques. Ils auront le temps de se disqualifier eux-mêmes ou de se régénérer eux-mêmes en fonction de leur programme qu'ils proposeront. Mais néanmoins, chacun de nous a le droit de dire... je suis tout à fait... Moi, j'ai dit je suis en désaccord. Ah non, moi, je ne peux pas anticiper, parce que seule l'urne pourra trancher ces questions-là. Et alors, Nora Bakouche, en moins d'1 minute. 1 minute et demie, allez. 2 minutes. Allez, lui souhaiter la bienvenue. C'est gentil. Non, le Hirak est toujours là. Moi, au contraire, les faiblesses... Bon, il faut monter d'un cran, il faut trouver d'autres... Voilà, grader. Il ne faut pas rester sur uniquement les mardis, dimanches, plutôt vendredi en Algérie. Néanmoins, moi, je pense au contraire, au fil des mois, le Hirak a pu filtrer et s'épaissir et garder vraiment, parce qu'il y avait pas mal de personnalités qui ont voulu surfer sur la vague du Hirak au début. Donc là, non, vraiment, il est en train de mûrir, même s'il est déjà assez mûr, selon moi, et en même temps, voilà, donc on est là. Voilà, l'Algérie est là, vive l'Algérie et vive le peuple algérien. Et quelle belle... Alors, Oulahlou, nous allons finir avec vous. Nous allons d'abord écouter cette chanson mythique que vous allez nous régaler. Nous allons même chanter avec vous, peut-être. Et puis, nous finirons l'émission avec votre spot, le spot de votre concert, je crois, c'est ça? Si vous voulez, oui. Voilà. Alors, d'abord, 1 minute pour Rusdi Aloui, le mot de la fin, Rusdi Aloui. Merci à vous. J'ai pas dit, pour répondre à M. Idir, j'ai pas dit que les partis politiques n'ont pas d'avenir, j'ai dit que les partis politiques en Algérie n'existent pas, que le champ politique en Algérie est en ruine. Et c'est à Hirak, c'est la nouvelle phase qui attend Hirak de sortir de la contestation vers la construction, c'est à Hirak de reconstruire le paysage politique. Et merci. Le PT ne représente que lui-même. Le FFS ne représente que lui-même. Le RCD ne représente que lui-même. Je sais que vous êtes un partisan de ces partis et que cela peut vous blesser, mais c'est la réalité. Et ce sera le mot de la fin. Désolé, je dis à lui. Alors, Oulahlou. Oui. Alors, on va vous écouter. Ça chanter que... Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le pouvoir assassin. Beaucoup de monde pour chanter pouvoir assassin. On va essayer de vous accompagner. J'aimerais bien que nos amis viennent, Hussein ou Jma'a, pour nous accompagner. Hein? Bon enfant. Allez, les amis, venez.
توريدي الحارة فينا لاكو بدا نجيري أعرف نذلا جيسكا يمدك شمال لي كناري وإذا كي غسدو كولا نفسو نواويكي ينازي غير يمدك شمال لي كناري وإذا كي غسدو كولا نفسو نواويكي ينازي غير نديولي بينوشي بغي غادي نغفوم دير بسطا دافاي تغني سمك سيد مككر Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin. Merci. Bravo, bravo. Merci à tous, nos amis. Bravo mon ami. Merci. Et nous allons finir avec le spot de Olehlo. Et merci beaucoup, chers amis. ما تنساوش حاجة. خاوة سلمية jusqu'à la victoire finale. Inch'Allah. بقاو على خير. بسلامة. Akfadou Productions et Sauvage Productions présentent Oulalou en concert dimanche 19 janvier au Cabaret Sauvage. Oulalou, l'artiste engagé est de retour sur scène à l'occasion de Yen Ayer et de ses 20 ans de chansons. Oulalou en concert dimanche 19 janvier à 16h au Cabaret Sauvage. Réservation point de vente habituelle, info sur cabaretsauvage.com.